Euh, je me suis beaucoup intéressé aux maladies infectieuses parce que j'ai été un an à l'hôpital Claude Bernard comme interne, puis chef de clinique, et j'ai fait une thèse de médecine sur les maladies infectieuses, justement, les pneumonies à pneumocystis carini. Donc voilà, c'est pourquoi je me suis particulièrement intéressé à cette épidémie qui nous a frappés à partir du mois de janvier. Donc, comment éviter la contagion? Pour répondre à la question comment éviter la contagion par la COVID-19, il faut déjà savoir comment se transmet ce virus. En fait, il y a trois voies possibles de transmission du virus. La voie aérienne, par les gouttelettes et les aérosols de salive, de sécrétion des voies respiratoires. La voie cutanée, par contact avec la peau ou avec la muqueuse nasale ou buccale. Et la voie digestive, par l'ingestion d'aliments. En fait, c'est la transmission par voie aérienne qui est essentielle, car la voie cutanée, c'est-à-dire de peau à peau, comme quand on se serre la main, est impossible. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de récepteur ACE dans les cellules de l'épiderme, comme dans les muqueuses respiratoires. Quant à la transmission par la main contaminée qui touche la muqueuse nasale ou buccale, elle est beaucoup plus théorique que réelle. La transmission par voie digestive, elle est aussi hypothétique, car même si des fragments d'ADN viral ont été mis en évidence dans le tube digestif et les selles des patients Covid, leur activité et leur infectiosité n'ont jamais été démontrées. La transmission du virus peut donc suivre soit une voie directe par les gouttelettes et les aérosols allant du sujet infecté au sujet susceptible, soit une voie indirecte par ce qu'on appelle les fomites, c'est-à-dire les surfaces et objets contaminés par le virus. Par exemple, dans cette image, par un ordinateur qu'on a touché, la personne infectée a touché à l'objet et ensuite l'objet est touché par la personne susceptible ou bien devient une sorte de suspension qui va aller être transmise dans les voies respiratoires. En fait, la transmission par contact indirect avec les surfaces et objets contaminés est beaucoup plus surestimée que réelle. Il a été démontré effectivement que le SARS-CoV-2 et d'autres virus respiratoires peuvent survivre sur les surfaces et les objets pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours. Mais en fait, il n'y a aucune preuve qui reste toujours actif et qui peut transmettre ainsi la maladie. Lors du pic épidémique en avril 2020 en France, il y a eu une étude dans le département d'urgence de l'hôpital Saint-Louis. On a mesuré la contamination des équipements et des surfaces dans ces départements d'urgence recevant des malades et on a trouvé seulement 5% de prélèvements positifs et tous en zone de soins Covid. En dehors de ces zones de soins, par exemple ailleurs, dans d'autres salles d'examen ou dans les couloirs, c'est 0% de contamination. Donc, on peut conclure que autant la désinfection des surfaces et des objets est nécessaire dans les zones de soins Covid, elle est absolument inutile ailleurs, dans les lieux publics. Par exemple, sur les tables, les chaises, les portes, le sol, les couloirs, etc. Donc, non seulement c'est inutile, mais c'est encore nuisible par les produits désinfectants déversés dans la nature. En fait, la transmission des virus d'une personne à l'autre se fait essentiellement par voie aérienne, par des gouttelettes ou des particules venant de la bouche ou des voies respiratoires et la plupart invisibles à l'œil nu et émises à l'occasion d'une toux, d'un éternuement ou d'une simple conversation. Lorsqu'on prend
ce schéma où figure la taille des particules en microns, on voit que le coronavirus, qui est un petit virus, mesure environ 0,1 à 0,15 microns, le globule rouge 7 microns, le cheveu 100 microns, c'est-à-dire le dixième d'un millimètre. Et donc, ce qui est important de retenir, c'est la taille de 10 microns, qui est la limite entre ce qu'on appelle les gouttelettes, c'est-à-dire des particules supérieures à 10 microns, et ce qu'on appelle les aérosols, qui sont des particules inférieures à 10 microns, les plus fines, inférieures à 5 microns. Ce sont des aérosols, ou encore appelés droplets nucléi, c'est-à-dire noyaux de gouttelettes, lorsqu'ils sont desséchés. Les gouttelettes, une fois émises par la bouche et le nez, vont tomber suivant une trajectoire parabolique, alors que les aérosols vont se comporter comme un nuage et flotter un certain temps dans l'air, se déshydratent et se déplaçant suivant les mouvements de l'air. Les moins fins et solides vont finir par tomber et les plus fins et liquides par s'évaporer. La distance parcourue par les gouttelettes varie suivant leur poids, leur volume et leur force d'éjection. Lors d'une parole, elles tombent en général à moins d'1 mètre, 1,50 m. Lors d'une toux, à jusqu'à 2 mètres, voire plus. Et lors d'un éternuement, jusqu'à 3 mètres, et voire plus, s'il y a un peu de courant d'air. Donc, les gouttelettes, dans ce cas-là, peuvent aller jusqu'à 6 mètres. La personne qui reçoit ces particules va aspirer par le nez et la bouche. Donc, les gouttelettes supérieures à 10 microns, donc des grosses, entre guillemets, grosses gouttelettes, vont rester collées aux voies aériennes supérieures, c'est-à-dire les muqueuses nasales, buccales et pharyngées, alors que les aérosols inférieurs à 10 microns vont pénétrer plus profondément dans la trachée, les bronches, et ceux inférieurs à 5 microns jusqu'aux bronchioles et aux alvéoles pulmonaires. Y a-t-il une transmission par aérosol? C'est la question qui se pose depuis quelque temps et on peut dire que c'est certainement par les aérosols que certaines maladies respiratoires se transmettent, comme la rougeole, la varicelle, les oreillons, la tuberculose, qui sont des maladies extrêmement contagieuses, avec un R0, c'est-à-dire un coefficient de multiplication, le nombre de reproductions de base, qui est très élevé, supérieur à 10. Dans ces cas-là, les agents infectieux se transmettent par aérosol. Par exemple, on sait que dans un cabinet médical, lorsqu'un enfant rougeoleux arrive, il laisse des aérosols qui peuvent contaminer un enfant qui vient après, même 2 heures après, dans la salle. Par contre, les grippes et les coronavirus sont beaucoup moins contagieuses avec des R0 entre 1 et 3. Par exemple, pour la grippe, c'est entre 1,5 et 3. Et pour le Covid-19, c'est 3. Donc, la transmission par aérosol est discutée parce que, au cas où c'était par aérosol, on devrait avoir un coefficient de reproduction, un R0, beaucoup plus élevé. Or, ce n'est pas le cas. Il a été démontré des cas de transmission à distance dans des conditions particulières. Par exemple, dans les immeubles qui sont parfois espacés ou bien à des étages différents. Dans des restaurants entre des tables éloignées les unes des autres, dans le bus, dans le train. Donc tout cela a été observé. Il y a un certain nombre de cas qui ont été observés et notés dans la littérature scientifique.
Et ceci a fait supposer qu'il existe vraiment une contamination par aérosol. On a fait des expériences avec la lumière laser à haute définition et il a été démontré que parler à haute voix émet en moyenne 1000 particules par seconde et parfois plus. Par exemple, des personnes qui parlent beaucoup, très fort, qui parlaient énormément avec beaucoup de postillons, à ce moment-là, on peut avoir des particules beaucoup plus élevées, jusqu'à 10 000 particules par seconde. On peut penser que ce sont les supercontaminateurs puisqu'ils émettent beaucoup plus de particules que d'autres personnes. Une minute de parole dégage des aérosols contenant plus de 1000 particules, ça peut aller jusqu'à 100 000 particules, flottant pendant 8 à 14 minutes dans une atmosphère confinée. Cependant, la probabilité qu'une particule d'aérosol fin contienne un virus est extrêmement faible. En effet, lorsqu'on reprend l'échelle des particules, on voit que lorsque on mesure la concentration en virus, en ce qu'on appelle les virions, c'est-à-dire des virus actifs, on trouve dans 1 millilitre de salive 10 puissance 7 virus. Donc, une particule d'1 millimètre cube va contenir seulement 10 puissance 4 particules. Une particule de 100 microns, c'est de la taille d'un cheveu, 10 virus, alors qu'une particule d'aérosol de 10 microns ne contient particules de 10 microns, il faudrait 100 particules d'un micron, de 10 microns pour contenir un virus. Voilà. Et qu'il faut seulement une particule de 10 puissance 5 particules d'un micron pour contenir un virus. Donc, ça veut dire que plus un aérosol est fin, moins il a de chances de contenir un virus. Et plus il faut de particules. Ce qui fait que la probabilité que les aérosols transmettent les virus est extrêmement faible, puisque plus la particule est grosse, plus elle contient de virus. Finalement, on pense que la transmission du SARS-CoV-2 par aérosol est possible, mais très rare et seulement dans des conditions particulières, par exemple dans les salles confinées, mal ventilées, avec une concentration virale importante. Par exemple, chez les malades en réanimation, en ventilation assistée ou pendant des actes médicaux comme une intubation ou une bronchoscopie. Dans ces cas-là, il faut bien aérer les salles et évidemment porter de bons équipements de protection. Comment contracte-t-on le virus? Par contact, non pas un contact cutané, mais un contact verbal avec un porteur de virus. Et ceci de façon proche et prolongée. Proche, c'est-à-dire à moins de 1 mètre, c'est la distance fixée en France, en Italie, par l'OMS, à 1,50 m en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, en Australie, et à 2 mètres ou 6 pieds en Grande-Bretagne, aux USA, au Canada, au Japon. Vous voyez que la distanciation sociale, qui est la distance à respecter pour éviter d'être contaminé par les gouttelettes, est variable d'un pays à l'autre, et nous en discuterons tout à l'heure. Il faut que le contact soit assez prolongé. On a évalué à 15 minutes le temps de contact de façon à recevoir le plus de gouttelettes possible. Alors qu'il y a finalement très peu de risques si le contact est bref. Par exemple, si vous engagez une conversation très brève avec
quelqu'un que vous rencontrez dans la rue, eh bien, le risque est très bref. Par contre, si à la maison, vous êtes tout le temps en train de converser avec quelqu'un de votre famille, évidemment, il y a une sorte d'échange de salive en permanence, enfin extrêmement fréquent, et le risque est beaucoup plus élevé. Concernant la distance, lorsqu'on regarde la situation de distanciation entre 1 mètre et 2 mètres, on voit déjà la différence de risque de contagion par la distance parcourue par les particules. Mais en reprenant le schéma de distance parcourue par les particules, pouvant aller jusqu'à 3 mètres, voire plus, on s'aperçoit que ce qu'on appelle la distance de sécurité, entre guillemets de sécurité, à 1 mètre et même à 2 mètres, n'est pas si sûre que cela. D'autant plus qu'elle n'est pas toujours facile à respecter dans la vie courante. Donc, la conclusion, c'est que pour une véritable sécurité, il faut porter le masque. À chaque fois que l'on est dans une situation de contact social, c'est-à-dire dans les EHPAD, à l'école, à l'université, dans les lieux de culte, lors des dîners, des réceptions d'affaires entre amis, aussi dans le travail, dans les réunions familiales, les mariages, les enterrements, et aussi surtout dans les bars, les dancing, les lieux où on se trouve en très grand nombre et dans une atmosphère confinée. Il est à remarquer que pendant le sport, ce n'est pas sur le terrain de sport que les gens se contaminent volontiers, mais dans les soirées qui suivent ces compétitions sportives ou bien dans les vestiaires, enfin dans tous les moments d'échange entre sportifs. Il faut éviter des gestes comme se saluer par les coudes, parce que vous voyez bien que en se saluant par les coudes, on se rapproche de moins d'1 mètre. Donc, il vaut mieux se serrer les mains. On est à plus de distance quand on se serre les mains que lorsqu'on se touche les coudes. Nous allons parler des masques maintenant. Le masque chirurgical a été inventé par un chirurgien austro-hongrois, Johann Mikulicz Radetzky, en 1897, en superposant plusieurs rectangles de gaz. Il s'est inspiré des travaux d'un bactériologiste et hygiéniste allemand, Karl Flügge. Dans les années 1890, Karl Flügge a démontré qu'il y a une transmission des maladies infectieuses respiratoires essentiellement par des gouttelettes de salive et des sécrétions des voies aériennes. À chaque fois qu'on parle, on dégage, comme vous avez vu tout à l'heure, beaucoup de gouttelettes. Et ces gouttelettes, lorsqu'on met par exemple une boîte de gélose devant la bouche de quelqu'un qui parle, au bout d'un certain temps, on met ces boîtes de gélose dans une étuve et on voit apparaître énormément de colonies bactériennes et de champignons, etc. Lors de la 3e pandémie de peste qui atteignit la Chine, le sud de la Chine en 1894, notamment à Hong Kong, où Alexandre Yersin a découvert le bacille de la peste et qui se propageait en 1910 en Mandchourie et en Mongolie en une forme pulmonaire pratiquement toujours mortelle. Un médecin chinois, Wu Liantur, qui a été formé à Cambridge, a inventé un masque fait de plusieurs couches de gaz et de coton, qui est probablement l'ancêtre du masque filtrant d'aujourd'hui. Donc, grâce à ce masque, il a pu arrêter l'épidémie grâce à la distribution des dizaines de milliers de masques
à la population et après avoir désinfecté les locaux, ainsi que l'incinération des cadavres de patients infectés. Donc, grâce à ces simples mesures, il a pu arrêter la peste de Mandchourie en 1911, au printemps 1911, qui a fait quand même 60 000 morts. Le masque a encore servi dans la terrible pandémie de grippe dite espagnole, apparue à la fin de la guerre 1918, 14-18, dans un camp militaire américain, se propageant ensuite dans les troupes alliées, par les troupes alliées en Europe et dans les autres continents. La seconde vague qui est apparue en août 1918 a été beaucoup plus meurtrière et a fait imposer partout le port du masque, puisqu'à l'époque, il n'y avait ni antibiotiques, ni vaccination, ni réanimation. Cette pandémie de grippe, qui a été identifiée à une grippe H1N1, s'est arrêtée en été 1919, faisant au total plus de 50 millions de morts. Les masques de chirurgiens ont été utilisés à partir du début du XXe siècle dans le but d'éviter la contamination bactérienne du champ opératoire par les postillons des chirurgiens, qui sont finalement beaucoup plus bavards qu'on ne le croit pendant les interventions. Partout dans le monde, c'était des masques en tissu réutilisables et restérilisables. Tous les chirurgiens utilisent, depuis le début du XXe siècle jusqu'à 1960, à partir desquels ces masques ont été remplacés, ces masques en tissu ont été remplacés par les masques chirurgicaux en fibres de polymère thermoplastique à usage unique et jetable que l'on utilise aujourd'hui. Quels sont les types de masques? Il y a en gros 3 types de masques. Le masque chirurgical, le masque FFP2 ou N95 et le masque en tissu. Le masque chirurgical est fait de fibres non tissées en polymère, le polypropylène, avec 3 plis, une barrette nasale et des élastiques. Il offre l'avantage d'une bonne filtration, arrêtant 85% des particules, d'une bonne tolérance, d'un coût modéré, mais présente comme inconvénient une étanchéité moyenne, avec assez souvent une fuite sur les côtés, comme vous le voyez ici, et aussi un risque de pollution de l'environnement, puisque c'est un produit à usage unique, jetable, en plastique. Il est indiqué pour le grand public et également les soignants, sauf ceux en contact étroit avec les patients Covid. Le masque filtrant, appelé FFP2 en Europe, N95 aux USA, sont faits en fibres de polymère également, c'est-à-dire le polypropylène. Il offre une excellente filtration en filtrant 95% des particules et même des aérosols. Il offre une bonne étanchéité, sauf si on a de la barbe, donc il vaut mieux se raser si on veut avoir une bonne étanchéité avec ce masque. Et une tolérance moyenne, pour ne pas dire une certaine pénibilité à l'usage au bout de quelques heures. Et on est également obligé de le changer du fait de l'humidité qui s'y dépose. Il pose un problème de coût, puisque chaque masque coûte environ 3 €, c'est-à-dire 10 fois plus que le masque chirurgical, et également un problème d'environnement, puisque c'est en plastique jetable, et surtout un problème d'approvisionnement, parce que ce sont surtout ces masques qui sont en rupture de stock, c'est-à-dire en pénurie lorsqu'il y a
une pandémie. Ils sont à réserver aux soignants en contact étroit avec les patients Covid. Le masque en tissu, c'est-à-dire le masque fabriqué artisanalement ou industriellement, appelé alternatif, fait en coton, en feutre ou en soie. Ce masque est réutilisable après lavage, offre une bonne filtration, c'est-à-dire 80% des particules, une assez bonne étanchéité, une bonne tolérance et surtout un faible coût et l'absence de risque environnemental. Donc, il est indiqué pour le grand public et également lorsqu'il y a des situations de pénurie de masques comme au début de chaque épidémie. C'est ce masque-là que l'on aurait dû utiliser dès le début de l'épidémie, un peu partout, et notamment en France. Que peut-on donner comme conseil pratique pour l'utilisation des masques? Dans un contexte à haut risque, avec, par exemple, chez les soignants en contact étroit avec les patients Covid, il faut porter le masque FFP2 ou N95 et avec également des lunettes, des gants, des surblouses, donc un équipement complet à changer quotidiennement et si humide. Des études récentes ont montré cependant que ces masques peuvent être réutilisés quelques dizaines de fois après désinfection, soit à la chaleur sèche, à 70 degrés pendant 30 minutes, ou bien 120 degrés pendant 15 minutes, ou bien après vaporisation de peroxyde d'hydrogène. Donc, il est certain que ces masques ne sont pas forcément à être jetés tous les jours à chaque usage. Mais on peut les réutiliser, mais tout ça, c'est du domaine de l'hôpital qui doit s'en occuper, évidemment. Dans un contexte général, c'est-à-dire pour tout autre public, c'est le masque chirurgical ou le masque en tissu qu'il faut porter. Concernant le masque chirurgical, il n'y a aucune preuve de la nécessité de changer toutes les 4 heures. Mais c'est seulement quand le masque devient humide ou détérioré qu'il faut le changer. Et on peut le réutiliser, ça a été démontré, et même sur le plan pratique, dans les pays, disons, qui sont moins riches, les gens conservent ces masques un certain temps. Il suffit de les sécher simplement et les repasser légèrement de façon à pouvoir les conserver et ne pas les jeter toutes les 4 heures, comme le conseillent évidemment les fabricants de masques. Le plus important, c'est de bien couvrir le nez et de bien vérifier l'étanchéité. Il faut s'assurer de l'absence de fuite sur les côtés, parce que le filtre fonctionne bien, mais s'il y a une fuite sur les côtés et si on inspire de l'air sur les côtés, évidemment, le masque ne sera plus aussi efficace. Et aussi, le plus important aussi, c'est de les jeter à la poubelle après usage et non pas les jeter par terre et un peu partout, comme on le voit parfois. Pour le masque en tissu de fabrication artisanale ou industrielle, il faut que le masque comporte au moins 2 couches, sinon 3 ou 4, ce serait bien d'avoir donc des masques suffisamment épais en plusieurs couches, et il faut que le masque subisse 2 épreuves, l'épreuve de filtration, c'est-à-dire ne montrant pas de trop de lumière au soleil, et l'épreuve de respirabilité, c'est-à-dire permettant une respiration facile à travers. Il doit être aussi porté bien ajusté. Quant à son utilisation, c'est extrêmement simple. Il faut simplement qu'il soit lavé à la main à l'eau savonneuse qui inactive le virus en dissolvant leur enveloppe
lipidique. Sécher et éventuellement repasser après. Donc le masque en tissu est à préférer au masque chirurgical car il est réutilisable, peu coûteux et respectueux de l'environnement. Quel est le rôle des masques dans la protection contre la COVID-19? Pour la protection du personnel soignant, il est largement prouvé que les masques empêchent la diffusion, empêchent la contamination du personnel soignant par le virus. Quant à la protection du public, jusqu'en avril 2020, l'OMS ne recommandait pas au public le masque, mais uniquement aux personnes symptomatiques. Vers début avril, devant la recommandation du Center of Disease Control américain d'un couvre-visage en tissu et également de l'Académie de médecine d'un masque grand public ou alternatif, l'OMS a été obligée en juin 2020 d'encourager le grand public à porter des masques dans les zones de transmission du virus. Il est donc avéré que le masque a un rôle important dans la protection contre la COVID-19, mais il a fallu du temps pour que tout le monde le reconnaisse. Pourtant, les raisons du port du masque dans les épidémies à transmission respiratoire sont claires. Il suffit de comparer les taux de mortalité dus à la COVID-19 dans 200 pays du monde, comme dans cette étude multivariée publiée début août, pour s'apercevoir de la différence flagrante entre les pays asiatiques dont les citoyens portent régulièrement le masque et les pays dont les citoyens sont réticents à porter le masque dans l'ensemble, en Europe et en Amérique. Vous voyez ici la différence de courbe entre la courbe rouge de ces pays d'Europe et d'Amérique et les courbes en orange et en bleu dans les pays asiatiques dont les citoyens ont plus l'habitude de porter le masque. Lorsqu'on mesure la contagiosité, c'est-à-dire le taux d'excrétion virale de la COVID-19 dans le temps, on trouve une contagiosité qui débute 2-3 jours dans la phase présymptomatique. Alors rappelons que la phase d'incubation du virus COVID-19, du SARS-CoV-2, est d'environ 5 jours et qu'à partir du 3e jour, du 2e jour de la contamination, déjà le patient, même s'il ne présente pas encore de symptômes, est déjà contaminant. Donc la période de contamination maximale est en fait la phase présymptomatique, puisque le niveau de contagiosité s'élève très rapidement pour atteindre un pic la veille des symptômes, c'est-à-dire qu'on est au maximum de contagiosité avant d'avoir les premiers symptômes. Après, c'est au bout d'une semaine que petit à petit la contagiosité diminue et s'annule presque au bout d'une semaine. Donc, le taux d'excrétion virale étant important dans la phase présymptomatique, et comme il y a au moins la moitié des patients qui sont asymptomatiques, cela fait que le patient qui est asymptomatique ne peut pas savoir qu'il est atteint par le coronavirus, et donc il faut que tout le monde porte des masques, puisqu'on ne peut pas savoir qu'on est contaminant ou non, et qu'on est au maximum de la contamination lorsqu'on n'est pas encore symptomatique.
Lorsqu'on mesure la contagiosité avec l'effet avec ou sans masque, on s'aperçoit que l'important, c'est de porter tout le monde un masque. Pourquoi? Lorsque on regarde ces schémas, où dans le premier cas, les deux personnes ne portent pas de masque, 100% des particules passent. Donc le R0 est égal à 3 multiplié par 1, c'est-à-dire toujours 3. La contagion se fait de façon exponentielle. Une personne va contaminer 3 autres. Chaque personne parmi les 3 autres va encore contaminer 3 autres, etc., etc. Par contre, lorsque une personne porte le masque, que ce soit la personne A ou la personne B, 30% de particules passent. Donc le R0 est à 3 multiplié par 0,3, c'est-à-dire 0,9. Une personne va continuer à contaminer une autre, laquelle va contaminer encore une autre, etc. Donc la progression va être pratiquement linéaire. Mais lorsque les deux personnes portent chacune un masque, 30% particules passent, c'est-à-dire 0,3 par 0,3 égale 0,09. Le R0 va être de 3 multiplié par 0,09, c'est-à-dire 0,27, bien inférieur à 1. Trois personnes ne vont contaminer qu'une personne, donc petit à petit, l'épidémie va certainement régresser. On voit donc l'importance que chacun porte le masque et non pas seulement la moitié des gens portent le masque. C'est très important que tout le monde porte le masque. C'est la seule façon de ramener le R0 à un chiffre très inférieur à 1 et de vaincre l'épidémie. Le port généralisé de masques contribue donc à diminuer la propagation de l'épidémie, à ce qu'on appelle aplanir sa courbe d'évolution. Si on ne fait rien, s'il n'y a pas d'intervention des pouvoirs publics, le nombre de cas et d'hospitalisations vont augmenter de façon exponentielle avec une pente très abrupte et risquent de déborder complètement les hôpitaux, notamment les services de réanimation. Pardon. Lorsqu'il n'y a aucune action, évidemment, c'est très élevé. Quelques actions, c'est moins élevé. Et lorsqu'on utilise des actions fortes, la progression va être très diminuée. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour parler des mesures prises par le gouvernement, mais il est important de comprendre que ces mesures ont pour but essentiel d'imposer la distanciation sociale et pas seulement de le recommander. Le plus important, c'est la stratégie tester, tracer, isoler, et ceci de façon précoce et continue. Il faut également contrôler les frontières, ça peut aller jusqu'à la fermeture, et donc toutes ces mesures visent à arrêter le plus précocement possible l'épidémie. Dès que les premiers clusters surviennent, ces mesures doivent être prises. Parce que sinon, ce ne sera plus de la prévention. Lorsqu'on arrive à toutes ces mesures que vous connaissez tous, que je ne vais pas vous détailler, la situation ne sera plus à la prévention, mais on va courir derrière le virus et on va arriver à imposer un confinement général qui est évidemment extrêmement préjudiciable pour toute la vie économique, sociale
etc. Le point important est également la communication contre toutes ce qu'on appelle la contre-information, les fake news. Et le plus important, c'est aussi d'avoir l'adhésion de la population, car il a été démontré, d'après ces mesures par simulation des courbes, que lorsque la population adhère aux mesures, et notamment au port de masque, à la distanciation sociale, à moins de 50%, on ne va pas pouvoir aplanir la courbe. Par contre, lorsque l'adhésion de la population est à plus de 75%, c'est-à-dire qu'il y a moins d'un quart de la population ou moins d'un cinquième de la population qui persiste encore à avoir des conduites à haut risque, à ce moment-là, on peut espérer une diminution, un aplanissement important de la courbe. Donc, l'évolution de l'épidémie dépend beaucoup du comportement de la population et il est absolument nécessaire d'avoir l'adhésion de l'ensemble de la société. En conclusion, il n'y a que 3 moyens pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. Le port généralisé du masque, la distanciation sociale et la vaccination qui seule permettra vraiment une immunité collective. La part d'action et de responsabilité est aux scientifiques concernant la vaccination, au gouvernement concernant les 3 et au public concernant le port du masque et la distanciation. Le masque est indispensable pour éviter la contagion, à condition de bien le choisir, de bien le porter et de façon volontaire dans toutes les situations de contact social. Pour terminer, je vous montre 2 petites photos du capitaine Haddock, qui est probablement, s'il est atteint de Covid, un super contaminateur. Et enfin, la phrase de conclusion extrêmement simple: contre la Covid, tous les masques sont bénéfiques. Je vous remercie. Sur ces diapositives, vous voyez l'arrivée du virus et en fait ici cette première ligne de défense qu'on appelle l'immunité innée et elle va permettre de parer au plus urgent. Ensuite, une deuxième ligne de défense va arriver relativement rapidement, mais pas si rapidement que cela, qu'on appelle l'immunité adaptative, laquelle est divisée en 2 parties. D'une part, l'immunité humorale, qui est appelée ainsi parce qu'en fait, elle est assurée par la sécrétion d'anticorps dont on reverra un petit peu plus tard les mécanismes et surtout la cinétique. À côté de cette immunité humorale, existe un deuxième type d'immunité qu'on appelle l'immunité cellulaire, qui est médiée par l'existence de lymphocytes et notamment de lymphocytes T qui ont le pouvoir de neutraliser l'ennemi par d'autres mécanismes que ceux utilisés par les anticorps. Donc, voilà un bref rappel de l'immunologie et je pense que pour comprendre les mécanismes d'invasion et puis ensuite de pathogénicité du virus SARS-CoV-2, eh bien, je pense qu'il faut toujours essayer d'avoir à l'esprit ce schéma qui finalement est relativement simple et pas si compliqué que cela. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aborder cette deuxième partie de l'exposé d'aujourd'hui sous forme de questions et réponses. Et voilà les 3 questions que je me suis posées et lesquelles j'aimerais pouvoir partager avec vous les quelques éléments des réponses que j'ai trouvés. La première question est que comment peut-on détecter l'infection? En d'autres termes, quels sont les moyens que nous avons à l'heure actuelle pour faire le diagnostic de l'infection chez une personne? Alors, là encore, je vais reprendre très rapidement. Ici, vous avez les mécanismes d'invasion du virus. Et puis ensuite,
eh bien, vous avez ici à côté les moyens diagnostiques. Ces moyens diagnostiques vont nous permettre soit de détecter la présence du virus lui-même, soit de mettre en évidence la réponse de l'organisme à l'infection virale. Alors, cette mise en évidence peut se faire par l'intermédiaire de deux choses. Premièrement, par le dosage des anticorps, et c'est ce qu'on appelle la sérologie. Et puis, une chose dont on n'a pas suffisamment parlé jusqu'à maintenant, c'est par la numération lymphocytaire. Et en fait, ce sont les deux aspects de cette immunité adaptative que j'ai mentionné tout à l'heure, l'immunité humorale et l'immunité cellulaire. Alors, si pour l'instant on s'intéresse au mécanisme de détection d'une présence du virus, eh bien là, il convient de voir ou bien de se rappeler comment est fabriqué un virus ou bien comment se présente un virus. Le virus est constitué, comme on l'a vu la dernière fois, d'une enveloppe virale et qui est essentiellement faite de protéines que d'aucuns considèrent comme étant des antigènes. Donc voilà l'enveloppe virale et cette enveloppe virale va permettre de contenir en son sein le matériel génétique et lequel matériel génétique pourra être détecté par une réaction que tout le monde connaît maintenant, qu'on appelle la réaction ou bien le test de PCR, qui est l'abréviation du terme anglo-saxon de Polymerase Chain Reaction, qui est en fait une réaction d'amplification, comme on le verra dans la prochaine diapositive. À côté de ce test PCR qui est effectué depuis le début de la pandémie, est en train d'arriver ces derniers jours, un deuxième test que l'on appelle le test antigénique. Alors, le test antigénique est simplement un test qui va permettre de détecter non pas le matériel génétique, mais la présence du virus en entier, et notamment l'enveloppe virale qui est constituée essentiellement d'antigènes, comme je venais juste de le dire. Et pour rappel, vous avez ici des anticorps qui pourraient être détectés par la méthode de dosage sérologique. Alors, je vais commencer par le test PCR. Alors, le test PCR, nous le savons, pour ceux qui l'ont déjà fait, c'est un test qui est relativement peu agréable dans la mesure où il fait appel à ce qu'on appelle un écouvillonnage nasopharyngé. Donc, c'est un tube qu'on introduit par le nez et qui doit aller assez profondément dans les voies aériennes supérieures pour pouvoir attraper des cellules de la sphère nasopharyngée. Alors, sans rentrer dans le détail, parce qu'en fait, ce n'est pas l'objet de l'exposé d'aujourd'hui, le test PCR, c'est un test d'amplification et qui consiste à essayer de trouver des amorces pour pouvoir multiplier par 100, par 1000, par million, par milliard, ce bout de gènes virales, et cela nécessite par une succession d'étapes consistant à chauffer et puis ensuite à refroidir, puis à réchauffer, etc. Et ceci explique pourquoi c'est un test qui doit prendre du temps. Et cette durée est rendue nécessaire parce que c'est un test d'amplification. Et ce test d'amplification va permettre de détecter des quantités infinitésimales, très faibles, d'un matériel génétique viral et de pouvoir le mettre en évidence par multiplication, donc par amplification. Et c'est pour cela aussi que l'on dit que ce test sera inversement proportionnel à la charge virale. En d'autres termes, c'est un test qui va se faire par cycle, et chaque cycle est un cycle d'amplification. Plus vous avez besoin de cycles pour mettre en évidence le virus, plus cela veut dire que la présence du virus est peu importante. À l'inverse, si pour un petit nombre de cycles, donc un petit nombre d'amplifications, vous arrivez à détecter le virus, ça veut dire que le virus est relativement important et qu'il n'a pas fallu avoir beaucoup d'amplifications pour le mettre en évidence. La deuxième chose à retenir, c'est que c'est un test qui nécessite un matériel relativement sophistiqué, donc coûteux, et qui nécessite du temps
comme je l'avais dit, et on estime pour un laboratoire de pointe qu'il faut au moins entre 1 et 4 heures si tout se passe bien et si la personne n'a pas une longue queue à faire, si la personne est prioritaire et si elle est surtout très très copain ou copine avec le directeur du laboratoire. Et comme on le sait, et, tout le monde n'a pas ces avantages et donc parfois il faut attendre plusieurs jours pour avoir les résultats du test. Voilà le test PCR et voilà la cinétique de détection du génome viral par ce test d'amplification. Et comme tout à l'heure, Annie avait dit, la contagiosité débute avant les symptômes, à peu près une semaine, et ensuite elle va durer pendant une semaine pour disparaître. Et si on retient ce qu'avait dit le Dr Chinhei, on voit qu'en fait ce test PCR reste positif jusqu'à 3 voire 4 semaines après le début des symptômes. Et à côté de cela, vous voyez une deuxième courbe qui répond exactement à ce qu'avait dit Angie tout à l'heure, à savoir qu'il y a une contagion à peu près une semaine avant le début des symptômes et que cette contagiosité va disparaître une semaine après. Eh bien, ceci correspond justement au test antigénique. Alors, l'explication est aussi faisable dans la mesure où il ne faut pas oublier que le test PCR ne détecte pas le virus entier, mais le test PCR ne détecte que son génome, lequel génome aura été entre-temps amplifié de nombreuses fois. Alors que le test antigénique, lui, détecte l'enveloppe virale, donc le virus en entier, et c'est un test qui représente plus à une photo qu'à une amplification. En d'autres termes, si le test antigénique est négatif, cela suppose qu'il n'y a plus de présence du virus dans son intégralité dans l'environnement. D'où l'intérêt de faire ce test maintenant pour pouvoir adopter la politique de détection et de pouvoir tracer très rapidement, donc d'identifier la personne qui est contaminante afin d'aller trouver les personnes dites contacts et d'appliquer cette même politique de détection et d'isolement s'il le faut. Voilà à quoi ressemble le test antigénique. Alors, je vous ai montré ici un test qui est, enfin, une marque qui est très utilisée aux États-Unis. En France, d'autres marques sont utilisées. Le principe reste le même. Le deuxième intérêt du test antigénique est sa durée, son délai très court, puisque il est dit qu'il suffirait entre 15 et 30 minutes pour avoir les résultats d'un test antigénique. Alors très rapidement, ce test antigénique se fait également par prélèvement nasopharyngé, donc par écouvillage, comme le test PCR. Ensuite, le coton, le grand coton-tige qui a servi à prélever cela, eh bien, va être mis dans un tube et il y a une certaine manipulation à faire et pour pouvoir extraire le contenu qui a été prélevé par le coton-tige et le déposer sur un endroit très précis du dispositif qui est cet endroit-là et ensuite au bout de 15 minutes on va pouvoir lire les résultats du test. Et comme vous pouvez le voir, ce qui est très important, c'est la coloration de cette bande qu'on appelle la bande C ou bien C pour contrôle. Parce que c'est un contrôle de la qualité avec laquelle le test a été fait. Alors, une fois que ce contrôle de qualité est fait, eh bien, on pourra dire si le test est positif, si la deuxième bande, la bande T pour test, est colorée, ou bien si le test est négatif, si la deuxième bande ne l'est pas. En revanche, lorsque la bande de contrôle n'est pas colorée, cela veut dire que le test n'a pas été fait dans les bonnes conditions techniques, et dans ce cas-là, il faut simplement refaire le test. Donc, comme vous pouvez le voir, le principe est relativement simple.
le principe relativement simple, et puis les façons de faire le test ne sont pas compliquées non plus. Et et donc, c'est pour ça que maintenant, ce test est préconisé. Et là, maintenant, ce que je vais vous montrer, ce sont les dernières recommandations, d'abord issues par l'HAS, la Haute Autorité de Santé, et puis ensuite, ça a été un petit peu revu pour être applicable aujourd'hui. Alors, quelles sont les personnes qui peuvent bénéficier de ce qu'on appelle ce test rapide d'orientation diagnostique, TROD pour aller vite, antigénique? Alors, des personnes symptomatiques âgées de moins de 65 ans peuvent bénéficier de ce test. Pourquoi cet âge? Tout simplement parce que, je ne l'avais pas dit, mais je vous le dis maintenant, c'est un test qui a tous les avantages que l'on vient de mentionner, mais qui pourtant présente un petit inconvénient par rapport au test PCR, c'est qu'il est un petit peu moins sensible. En d'autres termes, le nombre de faux négatifs est relativement plus important. Et dans ce cas-là, pour une personne qui est âgée de plus de 65 ans, donc un sujet à risque, il convient d'être sûr que si le test est négatif, de pouvoir dire à la personne que monsieur, madame, vous n'êtes pas contaminé. En revanche, si la personne est contaminée alors que le test est négatif, alors là, on se présente devant un gros problème pratique. Et c'est pour cela que l'on préfère utiliser le test PCR qui est beaucoup plus sensible que le test antigénique pour les personnes de plus de 65 ans. Alors, aussi, il faut utiliser ce test pour les personnes qui n'ont pas de risque de forme grave de la COVID pour les raisons précitées et qui ne peuvent pas obtenir un résultat de test PCR dans un délai de 48 heures. Ce délai de 48 heures est important puisque, en fait, si on attend au-delà de 48 heures, on risque de perdre des personnes contacts et donc de ne plus contrôler la propagation du virus et donc de laisser diffuser un cluster, ce qui, bien sûr, serait dramatique. Enfin, le test peut être aussi proposé à des personnes chez qui il y a une apparition de symptômes depuis au maximum 4 jours. Et là, pareil, ce délai est justifié par ce que je viens de dire, conformément aux recommandations de la HAS qui prévoit la réalisation du test dans un délai inférieur ou égal à 4 jours après le début des symptômes. Donc, c'est un petit peu répétitif, mais c'est exactement ce que je disais avant. Par rapport aux premières recommandations de l'HAS, maintenant, on peut aussi étendre ce test aux personnes asymptomatiques qui ne sont pas forcément des personnes contacts ou des personnes détectées au sein des clusters, mais qui appartiennent à certaines populations ciblées, et cela afin d'accélérer la capacité de détection pour éviter la propagation de la pandémie. Maintenant, le troisième test, qui est le test sérologique. Ce test sérologique est connu depuis longtemps. Ça permet de doser les anticorps et, comme vous le savez, ça doit passer par une prise de sang. Et ensuite, on va analyser dans ce sang qui a été prélevé l'existence des anticorps. Et ici, vous avez la cinétique d'apparition des anticorps. Et vous auriez remarqué que les anticorps n'apparaissent qu'une fois le virus ou bien le test antigénique se négative. Et ensuite, on voit aussi qu'il existe deux types d'anticorps. Les anticorps dites de type immunoglobuline G, IgG, et des anticorps de type immunoglobuline M, IgM. Ces deux types d'anticorps, en fait, traduisent la réponse de notre organisme, de notre immunité, par la synthèse de cette arme que l'on a pour pouvoir se défendre contre le virus. Et il existe une cinétique qui est différente selon que l'on a des anticorps IgM ou IgG. Les IgM, en fait, comme vous pouvez le voir, ne sont présents que dans un laps de temps relativement court. En d'autres termes, si vous avez une détection d'IgM, vous pouvez affirmer que l'infection est récente. En revanche, l'absence d'IgM et une présence d'IgG va vous permettre de dire qu'il y a eu une infection. En revanche, on ne pourrait pas dire, on ne pourrait pas dater avec précision cette infection.
Voilà la première question que l'on se pose habituellement lorsqu'on analyse un résultat sérologique. La deuxième question, et c'est surtout une question qui est importante concernant le SARS-CoV-2, concernant la COVID-19, et qui va me permettre de faire la transition avec la seconde partie de mon exposé, est de savoir si les anticorps que l'on détecte sont des anticorps protecteurs, parce que tous ne le sont pas, et ces anticorps protecteurs sont appelés anticorps neutralisants. Alors, cette question est importante. Pourquoi? Tout simplement parce que si nous avons des anticorps et que ces anticorps ne nous protègent pas, cela laisse la porte ouverte à une éventuelle réinfection. Et c'est une question qui m'a été posée et qui se pose actuellement. Est-ce qu'une personne déjà infectée par la COVID-19 peut-elle être réinfectée? Et les réponses que je vous propose sont celles-ci. Oui, la réinfection est possible, mais à condition. Alors la première condition, c'est que, elle est facile à comprendre, si le virus a muté. Donc on a été infecté par une forme du virus, SARS-CoV-2, et ensuite on rencontre une autre forme. Même si on a développé une immunité, cette immunité nous protège contre la première, mais pas contre la seconde forme. Et donc du coup, on se réinfecte, et c'est une question qui est théoriquement et parfaitement compréhensible. En pratique, je pense qu'il y a eu quelques cas d'identifier, mais ça ne semble pas être le cas prépondérant d'une part, et que d'autre part, les cas qui ont été rapportés dans la littérature concernent des réinfections qui sont finalement pas très graves. Donc, par les temps qui courent où les nouvelles sont relativement anxiogènes, eh bien, disons les choses comme elles sont. Pour l'instant, la réinfection par un virus qui a muté est possible, existe, mais ça concerne des réinfections dont la gravité n'est pas plus importante que la première fois. La seconde raison, c'est que l'immunité que l'on a acquise, donc on rencontre le même virus, l'immunité que l'on a acquise est inefficace. C'est-à-dire qu'on sécrète des anticorps, mais lesquels anticorps ne marchent pas. Et c'est pour cela qu'on va revoir un petit peu le schéma du virus et le rôle des anticorps. Ces anticorps vont être appelés des anticorps neutralisants si et seulement si ça neutralise. Alors, qu'est-ce que ça neutralise? Eh bien, ça neutralise la capacité du virus à pénétrer, à rentrer dans une cellule d'un organisme quelconque. Et là, vous vous rappelez sans doute le premier exposé, où nous avions dit que ce virus-là possède une clé permettant d'ouvrir une serrure. La clé s'appelle la protéine S, S pour spike, que l'on voit ici, et malheureusement, nos cellules possèdent, et Angie, tout à l'heure en avait parlé, possèdent la serrure adéquate, qui est le récepteur ACE2 pour l'enzyme de conversion de l'angiotensine des deuxième type. Et je me suis permis d'utiliser cette figure pour faire un parallèle entre une clé et puis une serrure. Voilà la protéine S, voici le récepteur, et si les deux se rencontrent, si Harry rencontre Sally, eh bien ça risque de pouvoir rentrer dans la cellule, malheureusement. Maintenant, les anticorps, lorsqu'ils arrivent, eh bien, que font-ils? Ils vont d'abord reconnaître la protéine S, et notamment il y a eu des publications tout à fait remarquables précisant l'endroit où de cette protéine S qui est reconnue par ces anticorps. Cet endroit s'appelle le domaine RBD pour récepteur binding domain, qui est le domaine de liaison au récepteur. Et ici, eh bien, les anticorps vont venir se lier à ce domaine, et toujours au risque d'être simpliste, je dirais que ces anticorps eh bien, jouent un petit peu le rôle de ce chewing-gum qui va entourer la clé, et donc du coup, empêcher la clé de pouvoir rentrer dans la serrure. C'est comme ça que ça marche. Et si ça marche comme ça, eh bien, nous avons un chewing-gum bien collant et donc des anticorps bien neutralisants. Tous ne le sont pas, et c'est bien cela la question. Certains le sont. Quand bien même vous avez des anticorps qui marchent, donc des anticorps neutralisants. La deuxième question, c'est combien de temps vont rester ces anticorps dans notre organisme, dans notre corps. Et la question corollaire, c'est quelle est la durée de persistance de ces anticorps et dans la durée de cette immunité acquise.
Et vous voyez sur cette figure que l'on a déjà vue ensemble que d'abord les anticorps des IgM, il n'y a pas photo, ça va disparaître relativement rapidement. Au bout d'un mois et demi, on n'en trouve quasiment plus. Les anticorps IgG, eh bien, on voit qu'à un mois et demi, il en reste encore, mais au-delà, on n'en savait rien. Et de récentes études qui viennent juste d'être publiées, eh bien, nous montrent que si vous regardez les IgG, on voit que les IgG passent par un pic au bout de 6-7 semaines, mais qu'au bout de 3 mois, on en trouve encore une quantité relativement suffisante, importante, pour conférer une protection de la personne qui a été infectée par le virus. Et c'est pour cela que vous entendrez parfois dire que on sait que vous êtes protégé pendant au moins 3 mois et plus si affinité ou bien si vous avez de la chance. Et c'est pour cela que pour l'instant on ne peut pas affirmer que l'immunité que l'on a acquise eh bien, va conférer cette protection ad vitam aeternam. En revanche, ce que l'on sait, c'est qu'il existe dans les mécanismes immunitaires des processus qui vont permettre de réactiver l'ensemble, et on verra ce point lorsqu'on abordera la troisième question, qui est la question de traitement avec les vaccins. En attendant, eh bien, terminons cette deuxième partie et cette deuxième question, à savoir est-ce qu'une réinfection est possible, en abordant le quatrième cas de figure. Le quatrième cas de figure, c'est qu'il n'y a pas eu d'immunité acquise. En fait, lorsque vous avez un malade qui est malade de la COVID-19, qui est documenté par des tests positifs et notamment par les tests PCR, comment peut-on affirmer que ce malade ne l'est plus, ou bien que le virus n'existe plus dans le corps du malade? Eh bien, en faisant un deuxième test qui s'avère négatif. Et parfois, si ce deuxième test, et notamment le test PCR, est effectué dans cette zone du temps, on arrive à avoir des faux négatifs. En d'autres termes, on conclut que la personne n'a plus de virus, alors qu'en fait, elle en a encore. Et ensuite, si la personne, après avoir connu une première phase symptomatique, va connaître une deuxième phase où il présente des symptômes et donc tous les signes de la maladie, et qui si cette deuxième phase est plus grave que la première, eh bien, ce n'est pas une réinfection, mais c'est simplement l'infection qui persiste et qui reflambe. Sans parler du fait que le virus SARS-CoV-2, très probablement comme certains autres virus, comme les virus de l'hépatite ou bien le virus HIV, malheureusement, a cette possibilité de jouer au cache-cache avec notre système immunitaire et que parfois il gagne. En d'autres termes, parfois il arrive à se cacher tellement bien que nos cellules immunitaires n'arrivent pas à le détecter pour complètement l'éradiquer de notre corps. On reviendra sur ce point un petit peu plus tard. Et enfin, le dernier point théorique, mais en fait qui ne l'est pas tant que ça, concernant une réinfection possible, c'est que lorsque vous avez un premier contact avec le virus, et que si tout à l'heure Guy avait parlé, sans le mentionner expressément, de la charge virale, on sait maintenant que plus la charge virale, c'est-à-dire plus la quantité de virus est importante, plus la probabilité de développer une forme grave de la maladie est grande. En d'autres termes, si vous portez un masque, si vous contractez le virus et si le nombre de virus est peu important, eh bien là, la forme de la maladie sera très probablement peu importante. Et donc, si vous êtes en contact avec le virus, si vous êtes infecté, si la première infection a été faite avec un petit nombre de virus, eh bien, l'immunité innée, donc la première ligne de défense, suffit. Et si cette première ligne de défense suffit, si elle arrive à neutraliser le virus, eh bien, elle ne va pas faire appel à la deuxième ligne de défense. Donc, du coup, notre immunité adaptative ne sera pas alertée. Et si jamais le virus revient une deuxième fois avec un nombre beaucoup plus important que la première fois, eh bien,
non seulement l'immunité innée sera dépassée, mais l'immunité adaptative n'aura pas le temps d'être informée, donc d'être alertée, afin de pouvoir répondre. Et c'est ainsi que l'on explique, dans certains cas, de réinfection possible avec une deuxième forme beaucoup plus grave que la première. La gravité de la deuxième forme n'est pas due à la mutation du virus, elle est simplement due à une charge virale beaucoup plus importante que la première. Et cela me permet de faire la transition avec la troisième partie qui nous rappelle que vis-à-vis du virus SARS-CoV-2, il y a trois facteurs de pondération pour expliquer la probabilité ou bien le risque ou non d'avoir une forme grave. Et cette troisième partie va nous amener à nous poser la question pour savoir comment on peut éviter la survenue de formes graves chez les personnes. Donc, ces trois facteurs de pondération sont, premièrement, la charge virale, et on a vu avec Angie comment on peut pondérer en diminuant cette charge virale, en portant des masques ou bien en respectant la distanciation sociale. Le deuxième facteur de pondération, c'est l'existence ou non, ou bien la prépondérance, ou bien l'importance de ces récepteurs à CO2. Maintenant, on sait qu'à côté de ces récepteurs à CO2, il existe d'autres paramètres qui sont des co-récepteurs de ces récepteurs à CO2 qui permettent de moduler la réceptivité de ces récepteurs vis-à-vis du virus. Et donc, c'est plutôt une affaire individuelle. Il y a des personnes sur des facteurs génétiques qui ont plus de ces récepteurs et qui sont beaucoup plus sensibles que d'autres. Et enfin, le troisième facteur qui est l'inflammation. Donc, voilà la troisième et dernière partie de mon exposé qui va nous amener à essayer de répondre à cette question, qui est probablement une question, sinon la plus importante, une question importante, qui est comment peut-on éviter les formes graves. Et là encore, quelques éléments de réponse. Oui, on peut éviter ces formes graves si on arrive à réduire la charge virale, on l'a vu précédemment avec le Dr Chininghi, identifier les facteurs de risque, et ça, vous le savez, les facteurs de risque, nous les connaissons, c'est l'âge, c'est le grand âge, donc à partir de 65 ans, c'est le sexe, donc l'homme est plus à risque que la femme, toute chose étant égale par ailleurs. Et puis, c'est l'existence de facteurs de comorbidité, comme on peut le voir ici, toutes sortes d'insuffisances respiratoires, cardiaques, rénales. Et puis, indépendamment de l'âge, d'autres facteurs de risque tels que le diabète ou bien l'obésité. Alors, on a aussi beaucoup parlé et insisté sur cet orage cytokinique qui, sans raison, pourrait survenir chez certaines personnes, mais que l'on considère comme un facteur de risque. Et la difficulté jusqu'à maintenant, c'est comment identifier les personnes qui présentent des facteurs de risque pour développer cet orage cytokinique qui fait le lit de ce que nous appelons le syndrome de détresse respiratoire aiguë de l'adulte, qui est un facteur de mortalité évidente. Alors, là-dessus, deux nouvelles qui sont plutôt de bonnes nouvelles et que j'aimerais partager avec vous, qui sont liées à deux publications internationales, certes, mais dans lesquelles participent des chercheurs français de façon active. Et ces deux publications portent sur le rôle d'une cytokine qu'on appelle l'interféron dans la modulation, ou bien dans le contrôle de la réponse inflammatoire, en d'autres termes dans le contrôle de cet orage cytokinique. Alors, vous voyez ici le titre du premier papier qui nous dit, qui est publié dans une des deux revues les plus prestigieuses en matière de recherche scientifique, qui est la revue Science, et l'autre étant la revue Nature. Et donc, ces chercheurs ont dit que chez des personnes qui présentent une forme sévère de la COVID-19, eh bien, ce sont des personnes qui présentent une insuffisance de la réponse médiée par cette cytokine qu'on appelle l'interféron. Alors,
sans rentrer dans le détail, mais c'est simplement pour dire que c'est une étude relativement sophistiquée où ces chercheurs ont fait ce qu'on appelle ici une cartographie génétique avec une expression des différents gènes, et plus c'est rouge, plus c'est chaud, et plus c'est chaud, et bien plus c'est grave. Et donc, vous voyez ici que les patients qui présentent une forme sévère ont pas mal de gènes qui sont allumés, qui sont chaudes, comme l'on dit, et parmi lesquels ils ont identifié ce facteur qui est l'interféron, et que l'on voit ici, et ça c'est un schéma que j'ai pris exprès pour simplifier et pour montrer la relation entre l'interféron et puis ces cytokines responsables de cet orage cytokinique. Eh bien, on voit que l'interféron inactive ces cytokines, mais que ces cytokines peuvent aussi inactiver l'interféron. Donc en fait, c'est une partie de bras de fer entre deux types de cytokines, les uns contrôlant les autres, sachant que ici, eh bien, il vaut mieux avoir un système interféron qui est fort pour pouvoir contrôler l'orage cytokinique. Alors, non seulement ces auteurs ont identifié que les personnes qui vont développer une forme sévère de la COVID-19 sont justement ces personnes qui ont ce système d'interféron défaillant, mais en plus, ils ont identifié que certaines de ces personnes qui ont le système défaillant, eh bien, l'ont parce que ils ont des auto-anticorps, donc ils développent des auto-anticorps contre l'interféron, lesquels auto-anticorps peuvent être liés à un facteur génétique. Alors, j'ai parlé un petit peu vite, mais l'idée essentielle, c'est de retenir que désormais, on arrive, par l'identification de ce facteur de risque, ce facteur biologique, l'interféron gamma, le système interféron, à identifier 14% des formes sévères. Et ce n'est pas anecdotique, puisque vous voyez ici, ce que nous savons déjà, qu'il existe un risque de mortalité accrue chez les personnes infectées en fonction de l'âge. Donc plus on a un âge avancé, et bien plus on a un risque important. Mais ça ne reste que pas une fatalité, dans la mesure où quand bien même nous avons plus de 85 ans, il y a des personnes telles que cette jeune dame qui a un petit peu plus de 100 ans, qui a atteint de la Covid et qui est sortie indemne. En d'autres termes, il est important, et à contrario, ce n'est pas parce qu'on est jeune que, même si on a une mortalité bien inférieure, que l'on est totalement indemne de formes graves. Et donc, c'est important pour pouvoir identifier les personnes qui présentent ce facteur de risque, qui sont désormais identifiables, notamment le système interféron, et que chez ces personnes-là, il est absolument fondamental de les protéger à tout prix. Donc, masque, distanciation sociale, ce que vous voulez, mais ce sont vraiment des personnes qui sont beaucoup plus à risque que d'autres. Et si plus est, ces personnes-là sont associées à d'autres facteurs de risque comme le grand âge, comme l'obésité, comme le diabète, comme des insuffisances d'organes, eh bien, ce sont des facteurs de risque qui sont multipliés et donc qui augmentent eh bien, le risque de décès chez ces personnes-là, malheureusement. Donc, on peut éviter les formes graves si on réduit la charge virale, si on identifie les facteurs de risque. On ne connaît pas tout encore, mais chaque jour qui passe eh bien, nous amène un petit lot de connaissances supplémentaires. Troisième et dernier point, c'est de trouver, et avant-dernier point, de trouver de meilleurs traitements curatifs. Et là, je vais passer rapidement, parce qu'en fait, à l'heure actuelle, même s'il y a des traitements curatifs qui sont testés et qui, même certains, qui viennent juste d'être commercialisés, et on en a parlé, hein, donc ce sont des molécules qui permettent de bloquer la multiplication virale une fois que le virus aura infecté la cellule hôte. Et donc, parmi ces mécanismes, il y a des enzymes. On a parlé de deux types d'enzymes, la MEN protéase et la RDRP, et qui en fait est une enzyme qui va permettre au matériel génétique du virus de se démultiplier par 100 et par 1000 pour en faire d'autres virus. Eh bien, on peut inhiber cette enzyme-là, notamment par cette molécule qu'on appelle remdesivir, et qui aujourd'hui est commercialisée sous le nom de Veclury. Alors, ça marche, mais pas tout le temps, et pas toujours, et pas chez tout le monde. Donc, je ne vais pas en parler plus parce que
honnêtement, je ne crois pas que ce soit le futur du traitement de la Covid-19. Le futur du traitement de la Covid-19 passe d'abord par la prévention et ensuite par un traitement, mais qui ne sera pas un traitement curatif, mais qui sera un traitement préventif. Dans le traitement préventif, tout le monde sait ce que c'est, ce sont les vaccins. Et là encore, hein, donc la notion de vaccin, le temps presse, et donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais c'est simplement le fait que une fois, et le vaccin est basé sur le principe de l'immunologie. Et donc, au lieu d'injecter le virus lui-même, eh bien, on essaie d'injecter une partie du virus, la partie inactive, donc juste l'enveloppe virale, juste la protéine, pour pouvoir déclencher la réponse immunitaire. Parmi cette réponse immunitaire, on a vu qu'il y a plusieurs types, mais il y a une chose essentielle que je n'avais pas encore dite et que je mentionne maintenant, c'est la stimulation de lymphocytes mémoire. Ce sont ces lymphocytes-là qui vont pouvoir reconnaître le virus 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans après. Ce virus, si jamais il se présente, à un moment où les deux systèmes immunitaires, le système l'immunité humorale et cellulaire, se sera déjà endormi, aura déjà oublié l'existence même de ce virus. Donc, la vaccination sert surtout à créer ces lymphocytes mémoire, et il faut espérer que ces lymphocytes mémoire vont pouvoir durer dans le temps. Et cela explique aussi l'intervalle entre deux rappels vaccinaux. Donc, certains vaccins doivent être refaits tous les 3 ans, d'autres tous les 5 ans, d'autres tous les 10 ans. Cela est en fonction de la durée de vie de ces lymphocytes mémoire. Alors, pour l'instant, concernant la COVID-19, eh bien, on n'en sait rien. On n'en sait rien, mais on sait qu'il faut à tout prix stimuler ces lymphocytes mémoire. Et c'est grâce à ces lymphocytes mémoire que lors d'une deuxième infection, la réponse est non seulement présente, mais elle est encore plus forte, donc permettant d'éviter la survenue de la maladie. Alors, concernant les vaccins, et là encore vous savez, c'est un processus qui normalement prend beaucoup de temps, et un vaccin normal ça prend plus de 10 ans. Maintenant, si on essaye d'aller vite, et malgré ce que dit Donald et puis Poutine, eh bien on ne peut pas aller plus vite que la musique, et donc il faut attendre du temps. Sachant que les gens essayent de le faire de la façon la plus rapidement possible, et sachant qu'il y a actuellement un effort quasiment mondial de trouver des vaccins. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a actuellement plus de 200 vaccins différents qui sont testés et qui sont à différentes phases de ces essais cliniques. Quand même, 3 points à partager avec vous. Le premier point, c'est que des chercheurs se sont récemment réunis, notamment ceux travaillant à Oxford, en Angleterre, pour se poser les 22 questions qu'il faut se poser pour savoir si un vaccin marche et dans quelles conditions un vaccin est-il acceptable. Alors, il faudra dire que, en fait, on n'aura probablement pas un seul vaccin, mais plusieurs, pour la simple et bonne raison que, concernant la COVID-19, comme on est quand même très pris par le temps, eh bien, le degré d'exigence pour un vaccin a été beaucoup revu à la baisse. Pour un vaccin normal, on demande à ce qu'il marche dans 90% des cas. Pour un vaccin contre la Covid, selon les dernières recommandations, il suffit qu'il marche plus de la moitié des cas pour considéré comme acceptable et donc comme éventuellement envisageable pour être donné à la population. Sachant qu'il y a probablement des gens chez qui ça ne va pas marcher, mais si ça arrive déjà à protéger la moitié de la population vaccinée, eh bien c'est déjà pas mal. La deuxième interrogation, c'est que la troisième phase, qui est une phase qui prend du temps, et comme on est vraiment pris par le temps, eh bien, actuellement, au lieu de faire ces troisième phases, c'est-à-dire d'évaluer la supériorité d'un vaccin chez un grand nombre de patients vaccinés, mais on va laisser faire le temps, et c'est-à-dire de voir si le taux d'infection est important, eh bien, on va simplement faire ceci, qui est faire une charge virale. En d'autres termes, on va proposer à des volontaires, sains bien sûr,
et plutôt jeunes pour voir s'ils acceptent d'être infectés par le virus de la SARS-CoV-2 et puis ensuite vacciner ces volontaires pour voir l'efficacité du vaccin. C'est quelque chose qui a été, donc pour répondre à Lincoln, je suis d'accord avec ta proposition. Donc concernant cette éventualité, ça a été proposé en Grande-Bretagne. Pour l'instant, la France hésite. Elle n'a pas encore donné son accord et pour l'instant, en France, on s'oriente plutôt vers un essai classique avec un grand nombre de sujets et qui vont être simplement soumis aux aléas de l'infection. Et la dernière question, qui est la moins drôle, c'est celle-ci. C'est que, quand bien même nous avons les vaccins, est-ce qu'on va assister, comme avec les masques, eh bien, à ce phénomène que je ne commenterai pas, et à savoir les personnes qui sont les anti-vaccins. Alors, en guise de conclusion, puisque j'ai abordé les trois questions, et donc je vais essayer avec vous, avec juste d'autres diapositives et moins de 2 minutes, aborder le passé, le présent et le futur. D'abord le présent, hein, donc juste pour vous donner quelques chiffres. Vous savez qu'aujourd'hui en France, il y a un petit peu plus d'1 million de cas de personnes qui ont été infectées, et que hier on a battu le record puisqu'il y a eu plus de 42 000 nouveaux cas en France. Le nombre de décès est malheureusement listé là-dessus, donc le présent n'est pas brillant. Et si on suit le nombre de décès de façon quotidienne, comme je le fais depuis maintenant quelques mois, eh bien on a vu qu'on est passé par un sommet en avril, le 6 avril exactement, avec 605 morts par jour. Et ensuite, maintenant, eh bien, ça commence à remonter avec hier encore 184 morts, donc le plus haut point situé depuis le début de cette deuxième vague. Le passé. Ça va me permettre de répondre à une question posée par Nkwing et puis là aussi de nous donner un petit peu de morale. On sait que la Covid-19 n'est pas la première maladie qui est liée à un coronavirus. Qu'auparavant, eh bien, il y a cette maladie qu'on appelle le syndrome respiratoire aigu sévère, le SRAS, qui est causé par un virus qui est très semblable, qu'on appelle le SARS-CoV-1 ou bien le SARS-CoV, et puis qui, heureusement, a été limité dans le temps et qui est maintenant considéré comme étant complètement maîtrisé. Alors, si on compare les deux, on s'aperçoit que le fait d'avoir connu le SRAS a permis aux chercheurs d'accélérer les connaissances. C'est parce ils savaient que le SRAS, les virus responsables du SRAS, agissaient sur le récepteur ACE2 que très très vite ils ont vérifié si le récepteur ACE2 pouvait être le récepteur permettant au virus de SARS-CoV-2, donc la COVID-19, de nous infecter. Et ça a été le cas. Et donc, cette connaissance-là nous a permis de faire un grand pas et d'accélérer notre connaissance concernant les mécanismes biologiques de l'infection cellulaire par le virus. Maintenant, si on regarde, si on fait un point de comparaison, eh bien, la contagiosité des deux virus est très probablement similaire, semblable. La mortalité du SRAS est beaucoup plus importante, elle est de 10%. La mortalité de la Covid-19, maintenant, varie selon les études, entre 0,5 et 1,5%, elle est, on va dire, 1% pour faire simple. La grande différence entre les deux, c'est que les formes asymptomatiques du SRAS sont très rares. En d'autres termes, dès lors qu'un patient a le SRAS, tout le monde le sait, et c'est parce que tout le monde le sait que tout le monde va prendre des précautions. Et si on regarde les images d'archives, notamment au niveau du personnel soignant, eh bien, ils sont tous habillés comme des astronautes, hein, protégés de la tête aux pieds. Et c'est pour cela que très vite on a identifié, très vite on a traité, et donc très vite on a contrôlé le SRAS. Le problème avec la Covid-19, et ça c'est un secret pour personne, c'est que les formes asymptomatiques sont
extrêmement fréquentes et c'est pour cela que, encore trop souvent, nous ne prenons pas suffisamment de précautions et sans compter, et là encore c'est une image que je ne commenterai pas, et bien l'existence de ces drôles d'individus qui appartiennent à ce qu'on disant au collectif anti-masque. Et maintenant, le futur, c'est que on sait que le SRAS, malgré son taux de mortalité, le compteur a été arrêté à 916 personnes exactement dans le monde. Eh bien, pour la Covid-19, aujourd'hui, il y a un petit peu plus d'1 million de morts de par le monde. Si on ne fait rien, ça peut aller jusqu'à 70 millions si on dit que l'humanité compte 7 milliards d'habitants. En revanche, si on fait quelque chose, on pourrait peut-être, et heureusement, arrêter un chiffre qui, je l'espère, sera nettement inférieur. Et donc, pour terminer, parler du futur, on vient justement d'en parler, et pour terminer, eh bien, je vais partager avec vous cette réflexion. Donc, en préparant avec Ingrid, le Dr. Ching Ingrid, cette présentation, je me suis posé la question pour savoir quelle est la différence entre ces deux termes que l'on utilise, et moi le premier, très souvent comme étant synonymes l'un de l'autre, la contagion et la contamination. Donc, comme tout le monde, j'ai fait un petit tour sur l'Internet ou bien j'ai repris mon ancien Larousse et j'ai vu ceci. On dit que une maladie est contagieuse lorsqu'elle échappe au contrôle humain, et comme ce fut le cas de la peste avant, ou bien actuellement la fièvre hémorragique due au virus Ebola. Soit dit en passant, le Remdesivir, eh bien, c'était le médicament pour traiter le virus Ebola. Donc, ce n'était pas une découverte. Une maladie est contaminante lorsqu'on peut en éviter sa transmission parce qu'on connaît les moyens de propagation. Et dans ce cas-là, la personne qui est déjà infectée, eh bien, est informée et peut contrôler pour ne pas être contaminante. Et donc, le futur nous appartient parce qu'on peut malheureusement être contaminé, mais on peut décider de ne pas être contaminé. Et c'est une question qui est adressée au Dr. Ching-Ling He. Très spécifiquement, est-ce qu'on peut dire quelques mots sur le collectif Masque pour tous, dont tu es le cofondateur? He, la parole est à toi. Oui, pour le collectif Masque pour tous, nous avons fait avec quelques amis à Orléans, entre autres, un collectif qui a démarré vers le 14 mars, justement au moment où il y avait une montée extrêmement importante une montée très importante de l'épidémie en France. Et nous avons écrit une lettre au président Macron et au Premier ministre Philippe de façon à demander de généraliser le masque pour tous et d'essayer de protéger les uns les autres de la contamination qui était essentiellement par les gouttelettes virales, etc. Parce qu'à l'époque, il y avait une recommandation contraire, c'est de ne pas utiliser de masque. Et je me rappelle d'une phrase du directeur général de la santé qui a dit même qu'il était choqué de voir les gens, le public, porter des masques. Et donc, avec aussi la déclaration de M. Véran, ensuite de Mme Sibeth Diaye, que le virus se transmet par la peau en se touchant. Et donc, c'est pas quand même pas par voie aérienne, donc il n'y a pas de raison de porter des masques. Au contraire, c'est contre-productif, etc., etc. Voilà, donc on a écrit une lettre et on a fait ce collectif qui est devenu important puisqu'on a eu 250 personnes qui ont adhéré au collectif. Et les lettres de réponse ont été des lettres administratives en disant, bon, c'est intéressant votre lettre, nous avons, etc., lu, mais... Bon. Et ensuite, nous avons écrit une lettre envoyée à 500 mairies de France, avec parfois des réponses des maires en disant qu'on était tous pour les masques, mais toujours rien
aucune réponse jusqu'au moment où, début avril, c'était le summum de l'épidémie, où le Center of Disease Control a commencé à recommander les couvre-visages de façon à éviter justement cette contagion. Et l'Académie de médecine, début avril aussi, a recommandé le port des masques. Et c'est là qu'on a vu que le gouvernement on nous a révélé que c'était un problème de pénurie de masques parce qu'il n'y avait plus de masques du tout pour les soignants, etc., etc. Et pourtant, dans les lettres qu'on a écrites au Premier ministre et au Président de la République et au Premier ministre, on a bien précisé qu'il faut demander aux gens de porter des masques en tissu et se fabriquer chacun soi-même un masque, ce n'était pas difficile. Eh bien, ça n'a pas été suivi. Bon, après, comme vous savez, les masques ont été recommandés à partir seulement de la sortie du confinement, c'était vers le 11 mai. Voilà. Donc voilà l'histoire du collectif des masques. Évidemment, ça nous a donné raison, mais en fait, même le bon sens populaire était pour le masque parce que déjà, mi-mars, on voyait dans la rue des gens, certains portant des masques, parce que tout le monde a observé que la population des pays asiatiques tout le monde porte des masques parce qu'on a l'habitude de porter le masque. Donc, évidemment, les gens prudents se sont tous mis à porter des masques. Alors, une autre question concernant les masques, c'est que est-ce que le fait de toucher son masque et de le reprendre est-il dangereux ou non? Non, pas du tout. D'ailleurs, il y a des recommandations tout à fait étranges. Par exemple, avant de mettre le masque, il faut bien se désinfecter les mains. Alors, il faut savoir pourquoi on porte le masque, contre quoi. Parce que même dans notre bouche, il y a plein de microbes sur la peau et tout. Alors, pourquoi, avant de mettre le masque, il faut se désinfecter les mains? Et pourquoi il ne faut pas toucher au masque? Ça encore, c'est une vue de l'esprit. S'il y a des virus sur le masque, il pourrait passer n'importe où. C'est pas la peine, c'est pas en se touchant la main le masque que ça va changer quelque chose. Donc tout ça, ça a été fait pour des gens qui font des préconisations mais complètement théoriques et qui n'ont rien à avoir avec la réalité. Une autre question de la part de Anchor, mais que je vais répondre, est-ce qu'on peut dire que si l'on porte les masques, on peut attraper le Covid, mais la charge est plus faible? Ben oui, parce qu'en fait, comme l'a dit Anaïs, si tu portes un masque, la quantité du virus qui va pénétrer dans ton corps est moins importante, donc la charge virale est moins importante, et comme on l'avait vu tout à l'heure, plus la charge est faible, eh bien moins sera grave la maladie. Maintenant, une autre question concernant les filles. Excusez-moi, j'avais une autre diapo, mais j'ai enlevé parce que c'était un peu trop long, ça risquait d'être trop long. C'était en montrant des hamsters à qui on a pulvérisé des virus et on a remarqué que les hamsters qui portaient des masques faisaient des formes beaucoup plus légères et des formes asymptomatiques par rapport à ceux qui ne portaient pas de masque. Donc, c'était une preuve expérimentale que la charge virale reçue par quelqu'un qui ne porte pas de masque est bien plus importante que la charge virale que quelqu'un reçoit lorsqu'il porte des masques. C'était montré par l'expérimentation animale et puis ça a été montré aussi par des études, des chiffres donnés par le Center of Disease Control qui ont montré que depuis le mois de juillet, les gens qui portaient des masques développaient à 20% seulement de formes graves, alors qu'auparavant, c'était donc 80% étaient asymptomatiques, alors qu'avant, c'était 40%. Donc il y avait une nette différence entre les gens qui portaient des masques et les gens qui ne portaient pas de masque sur le plan de la gravité de l'infection et à cause de la charge virale, justement, comme tu l'as dit.
Voilà, donc très bien. Et puis ce que je retiens, c'est que si jamais vous croyez à la réincarnation et si jamais vous devez vous réincarner en hamster, eh bien porter un masque, ça ira un petit peu mieux. Ensuite, d'autres questions concernant alors une question très simple et donc peut-être une réponse très courte de Clara, Dr. He, peut-on prendre le métro et le bus souvent? Oui, Ben, avec un masque. oui, le métro, le bus, ben, le problème, c'est toujours la distanciation sociale. Oui, C'est le plus important. Le masque, il faut comprendre que le masque et la distanciation sociale, c'est complètement, je veux dire, complémentaire. C'est à cause de l'absence de distanciation sociale constante qu'on est obligé de mettre le masque. Si vous êtes toujours à 10 mètres de distance des autres, vous n'avez pas besoin de mettre des masques. Donc, quand vous prenez le métro, si dans la rame de métro, il y a une personne ou deux, dans toute une grande rame de 10 mètres, évidemment, à la limite, vous n'avez pas besoin de masque. Mais sinon, vous êtes obligé de porter des masques. C'est important. Dans le métro, malheureusement, à des heures d'affluence, on est serré comme des sardines. À ce moment-là, même avec un masque, c'est même risqué. Vous voyez, donc je crois qu'important, c'est de bien apprécier la situation à chaque moment. Par exemple, il y a des gens qui ne mettent pas de masque parce qu'ils vont se réunir avec des amis qu'ils n'ont pas vus depuis longtemps, par exemple, hein, et qui veulent dire, bon, finalement, il n'y a pas de raison que l'ami a des problèmes, donc je ne mets pas de masque, je vais manger avec lui, il n'y a pas de problème. Mais malheureusement, lui, il est attrapé par quelqu'un de sa famille qui a été en contact, etc. etc. Donc, vous voyez que le port de masque, c'est à mettre dans la situation. Il faut apprécier la situation à risque tout à ou fait. pas. Si on Tout n'a à fait. aucun risque, c'est même pas la peine de mettre le masque, bien sûr. Tout à fait. Alors, une autre question concernant ce qu'on appelle l'immunité collective. Et donc, c'est une question d'Enko qui nous pose cette question, qui est une question très intéressante pour savoir si, d'habitude, on dit qu'il faut atteindre entre 50 et 60% de la population immunisée pour avoir cette immunité collective. Qu'en est-il concernant la COVID-19? Alors, je vais peut-être commencer à répondre et ensuite tu compléteras. Je pense que ce chiffre de 50 à 60% fait partie plutôt de la fourchette basse. Actuellement, on pense qu'il faut un petit peu, voire même beaucoup plus, pour la simple et bonne raison que nous ne savons pas exactement la durée de l'immunité conférée, comme on l'a vu tout à l'heure. Et donc, il convient d'être beaucoup plus exigeant et je dirais qu'il faudrait peut-être 75 à 80% de cette immunité collective, de cette illimité de masse, si l'on veut, pour véritablement arrêter l'épidémie. Agnès, est-ce que tu es Oui, d'accord? tout à fait d'accord. Je suis tout à fait avec toi, d'accord avec toi sur notamment cette pondération à cause de l'immunité qui n'est pas acquise à 100% une fois qu'on a attrapé la maladie. Alors, il y a un calcul très savant, les épidémiologistes donnent un calcul très savant, 1 divisé par n puissance je ne sais pas quoi, enfin bon, c'est une formule mathématique savante que je ne connais pas, mais qui donne à peu près une évaluation à 60% pour le Covid. Mais compte tenu de ce que tu viens de dire pour l'immunité, etc., je crois qu'effectivement, il faut compter sur 70 à 75%. Ce qui fait qu'en France, si on laisse l'immunité collective se développer, on aura énormément de morts auparavant. C'est Absolument, évident. je Et pense. d'ailleurs, on peut se demander si l'épidémie de grippe de 1918, la grande grippe espagnole, est-ce que ça ne s'est pas terminé justement parce qu'il s'est développé une immunité collective? Parce qu'il faut se rappeler qu'à l'époque, il n'y avait ni antibiotiques, ni vaccination, ni réanimation. Et comment se fait-il que ça s'est arrêté au bout de 50 millions? C'est quand même un énorme chiffre, parce que c'est 2 ou 3 fois plus que le nombre de morts pendant cette guerre mondiale. Comment se fait-il que ça s'est arrêté comme ça, subitement, en été 1919? Pasteur, Probablement grâce à l'immunité collective. tout à fait. Mais Alors, si on attend 70 millions comme
a fait la projection tout à l'heure par Anton, ça aurait été catastrophique quand même, 70 millions de morts, et peut-être même plus, c'est quand même pas rien. Oui. Donc finalement, en conclusion, il ne faut pas attendre de l'immunité collective que que le virus continue à se développer, mais il faut attendre de la vaccination uniquement. Tout à fait. Donc, oui, c'est ça la conclusion. C'est qu'il y a deux façons d'acquérir cette immunité collective, soit de façon naturelle, soit avec la vaccination. Et on a vu que de façon naturelle, ça peut entraîner des catastrophes. Et d'ailleurs, on a vu que parmi les pays qui, très tôt, ont décidé de faire cette immunité collective naturelle, qui est la Suède, eh bien, actuellement, ils sont revenus sur leur position, puisque le nombre de morts en Suède, par million d'habitants, est nettement plus important que ces pays voisins, également rapportés par million d'habitants. Alors, une question très pratique, hein, et donc réponse très courte aussi de ta part, Ingrid, concernant le lavage des masques. Donc, lorsqu'on lave un masque, eh bien, en quoi le masque perd-il son efficacité? Alors, ça dépend de quel masque Masque en on a. papier. Voilà. Masque en Le papier. masque, soi-disant en papier, qui n'est pas en papier, c'est en polypropylène, c'est-à-dire polypropylène, c'est-à-dire en plastique en fait. Hein. C'est un plastique polymère en plusieurs couches, tissées, etc. Et donc, ce masque chirurgical qu'on utilise habituellement et qu'on recommande de changer toutes les 4 heures, je ne sais pas d'où ça vient cette recommandation, mais elle s'appuie sur rien du tout. En fait, ce sont probablement les firmes qui fabriquent les masques qui conseillent cela pour évidemment que tout le monde consomme plus. Et en réalité, ce qui se passe, c'est que ce masque-là est toujours fonctionnel et peut très bien se resservir. Donc, il est apparu récemment dans un papier par un collectif, je crois que c'est le collectif enfin, de scientifiques qui a montré qu'on pourrait très bien réutiliser ces masques en les mettant dans une enveloppe de papier, tout simplement, car il a été démontré qu'au bout de 4 jours, il n'y a plus du tout de virus, de particules virales viables sur ces masques. Donc, il suffit de les conserver dans une enveloppe comme ça, en numérotant pour savoir quelle enveloppe à telle date, et puis laisser 4 jours et après se resservir. Voilà. Donc, ce n'est même pas la peine de les laver, il suffit de les laisser sécher à l'air, éventuellement passer un petit coup de fil, un petit coup de faire un repassage dessus, et puis c'est bon. Hein. Voilà. Merci de ces réponses Alors, claires et précises. Juste pour le tissu, le masque en tissu, le lavage au savon, à l'eau, ça suffit. Hein, et parce que le savon dissout la couche lipidique du virus et donc complètement inactive le virus. C'est la façon la plus simple possible. C'est pas la peine de mettre à 60 degrés dans une machine pendant 30 minutes. Tout ça, c'est trop compliqué. Donc maintenant une autre question de Nkong et qui est en fait juste avant pour Nkong. Donc et j'invite tout le monde à continuer à poser des questions sur le chat parce que on les voit bien arriver et donc ça nous permet aussi de faire une présélection parce qu'on peut pas répondre à toutes les questions. Donc une question d'Nkong qui nous dit que en fait on s'aperçoit que la contagion est beaucoup plus importante dans les milieux socio-professionnels défavorisés pour des raisons que l'on sait. Et sa question corollaire est est-ce qu'il faut dans ce cas-là faire une politique sociale pour cette frange de la population? Ma réponse est oui, mais pour l'instant, je pense qu'en même temps que de faire cette politique sociale, ce qui est important, c'est aussi de faire une politique cohérente au niveau de la population entière, quel que soit le niveau socio-culturel des personnes, pour que nous puissions tous ensemble adopter des gestes barrières, faire ce qu'il faut pour éviter la propagation, dont la circulation du virus, en attendant l'arrivée du vaccin qui viendra un jour, mais peut-être pas pour tout de suite, en tout cas pas pour les quelques semaines à venir. Est-ce que je peux rajouter un mot pour les gestes barrières? Le terme geste barrière n'est utilisé qu'en France.
Oui. et désigne des gestes qui sont très différents les uns des autres. Il y a des gestes comme ne pas se serrer la main, tousser dans le coude, se laver les mains bien sûr, et puis aussi se boucher dans un mouchoir, jeter la poubelle, etc. En fait, le seul geste qui fait vraiment barrière au virus, c'est le masque, il faut le dire. Tout Et à fait. c'est pour ça qu'il ne faut pas se diluer dans tous ces gestes qui n'ont absolument rien de gestes barrières. Oubliez tout le reste. Le plus important, c'est le masque. Voilà. Le seul geste barrière, et c'est même une double barrière, c'est le masque. Masque un jour, masque toujours. En fait, j'ai appris avec toi aujourd'hui qu'en fait, donner des coups de coude, eh bien, ça favorise la propagation du virus, à moins qu'on ait de très longs bras et donc le coude qui est très loin de son thorax. Mais donner le coup de coude avec le masque, ça devrait pouvoir aller. On est d'accord. Attention, qui dit qu'il est conseillé de mettre son masque utilisé dans un sac en plastique. Et comme c'est une personne qui n'aime pas le plastique, elle a bien raison, eh bien, elle te pose la question pour savoir si on peut le mettre dans un sachet en papier. Bah oui, Oh, bah oui, il y a un problème. oui, très bien. Donc c'est bien de bannir le plastique. C'est bien, Maï. Ah oui. Si on peut, le masque chirurgical en plastique, si on peut s'en passer, ce serait beaucoup mieux. Alors, il y a une question sur l'application Tous anti-Covid. Je ne sais pas si tu as envie de répondre, mais pour moi, je pense que voilà, c'est encore trop tôt. Oui, pour le masque anti-Covid, Pour l'application. l'application anti-Covid, Stop Covid, malheureusement, je pense que ça n'aura pas plus de succès que le premier qui était Stop Covid. Pour la simple raison, c'est que malheureusement, on est dans une société de personnes, enfin individualistes, Oui. et que beaucoup de gens agissent essentiellement pour leur propre santé et ne pensent pas à la santé des autres. Et donc, ce qui a été appliqué, c'est surtout en Chine ou en Corée aussi, et ça a été un échec. Mais en Chine, ça a été appliqué, mais de façon autoritaire. C'est-à-dire que chacun doit charger dans son smartphone de façon à se géolocaliser. Et lors de la deuxième vague qui est arrivée en Chine au mois de juillet, dans un marché qui est dans le sud-ouest de Pékin, avec une 300 cas à peu près, le gouvernement a obligé les gens donc à tous se faire tester, ensuite tracer, etc. Et quand lorsque chacun a téléchargé dans son téléphone et se géolocalise, il voit très nettement les zones qui ne doivent pas aller. C'est-à-dire que Pékin a été divisé en 150 zones. Il y avait 25 zones qui étaient en rouge où les cas ont été détectés. Et donc, les gens ne pouvaient pas aller d'une zone à une autre, par exemple dans une zone blanche, dans une zone rouge. Et inversement, les gens dans la zone rouge ne peuvent pas aller ailleurs. Donc, en fait, c'était un système pour vraiment à la fois se contrôler les déplacements et être contrôlé par les autorités. Donc, c'est un système assez autoritaire et extrêmement contraignant. C'est pas pour détecter les gens qui sont Covid autour de soi, c'est pas du tout ça, mais c'est dans un but extrêmement contraignant. Toujours est-il qu'un mois après, la Covid a été éradiquée complètement. C'est extrêmement efficace. Mais c'est évidemment une autre société, une autre forme de gouvernement, évidemment. Mais ce qu'on retient de cela, c'est que si vraiment on applique tout ce qu'il faut, eh bien, ce n'est pas une fatalité, c'est vraiment une maladie contre laquelle on pourrait en principe pouvoir venir à bout, puisque on a vu avec cette pandémie que jamais jusqu'à maintenant, les scientifiques du monde entier collaborent de cette façon. Jamais la science a pu progresser à cette vitesse. Et la même chose concernant la découverte du vaccin. Donc, pour conclure, je dirais, et c'est pour aussi répondre à une question posée par une des personnes, c'est que est-ce qu'il ne vaut pas mieux sensibiliser les gens, et notamment les enfants, puisque c'est par eux, à l'école,
que l'on pourrait sensibiliser et donc dire aux gens de respecter tout ce qu'il faut pour éviter la propagation du virus. La réponse est bien évidemment oui. Je pense que c'est une maladie contagieuse, comme on le sait. Maintenant, on sait qu'on peut arrêter cette contagion en n'étant pas, en ne favorisant pas la contamination. Et il nous faut juste du temps. Et donnez-nous juste du temps à nous autres médecins, aux chercheurs, aux médecins de pouvoir soigner tout le monde. Parce que s'il y a trop de malades qui arrivent à l'hôpital, arrivera un moment où l'hôpital sera débordé. S'il y a trop de personnes qui sont infectées, eh bien, arrivera un moment où on ne pourra pas soigner tout le monde. Et il faut juste laisser autant aussi aux chercheurs de trouver des moyens de traitement efficaces, aussi bien préventifs que curatifs. Et nous avons quelques mois difficiles à vivre et à passer ensemble. On pourra le passer sans encombre si chacun d'entre nous essaie de faire un petit geste pour soi et pour les